Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ce matin pour cette deuxième session du cycle de conférences Health and the City qu'on a mis en place à Cap Digital en 2021. Donc ravi de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez tous bien et on va commencer tout de suite. Euh, je suis ravie donc de vous accueillir. Je suis ce matin donc aux côtés de tous nos intervenants et de Céline Barbier. Donc moi, Christelle Ayache, je suis responsable de la filière santé numérique chez Cap Digital. Et Céline m'accompagne depuis 2 ans et membre du conseil d'administration et déléguée spéciale en charge des enjeux de la santé numérique. Et donc ce matin, nous vous proposons cette deuxième session autour de l'alimentation, la santé et la ville durable. Donc juste en 2 mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas Cap Digital, c'est donc un pôle de compétitivité. On parle aujourd'hui de collectifs d'innovateurs. On regroupe plus de 1000 structures adhérentes, dont 850 PME et start-up, également des établissements publics, des laboratoires de recherche, des universités, des écoles, des grands comptes, grands groupes, ETI, EPIC, et également des fonds d'investissement, une dizaine, et puis également des collectivités territoriales qui sont membres de Cap Digital aujourd'hui. Et on essaye de faire travailler, en tout cas de faire avancer l'innovation et de faire grandir tous ces types d'acteurs en faisant des mises en relation, en organisant des événements, en faisant à travers de l'accompagnement R&D, bien entendu, aussi pour trouver les bons guichets de financement, à travers de l'accélération et à travers aussi des challenges, de l'open innovation et de la transformation numérique aussi pour nos grands comptes. On organise beaucoup d'événements comme ceux de ce matin. Un peu plus de 110 avaient été organisés en 2020. On est une quarantaine de personnes dans l'équipe permanente et on repose aussi, qui nous donnent de leur temps tout au long de l'année, sur un réseau de 180 experts, aussi bien techno, métier que usage, qui nous aident à évaluer les projets, expertiser les projets de R&D par exemple, et ou conseiller nos entreprises, etc. Et donc ce réseau d'experts est vraiment une grosse force aussi pour nous et nous aide au quotidien pour avancer et faire avancer tout le monde. Les filières adressées chez nous, chez Cap Digital, donc depuis le début, et ça a un petit peu évolué. Donc on est parti des industries culturelles et créatives qui est toujours une filière très active chez Cap Digital, l'éducation numérique également, la ville durable et la transition écologique, mais la ville durable est aussi un axe très très fort chez nous, le commerce et la distribution. Également, nous avons maintenant fusionné, en tout cas avec un pôle des Hauts-de-France, le PICOM, qui s'occupe de tout ce qui est commerce et distribution. La santé numérique, dont je m'occupe depuis une petite douzaine d'années maintenant. Et en transverse de tout ça, on a 150 acteurs environ qui sont vraiment des acteurs transverses, data, intelligence artificielle, technologie de confiance. Qui du coup, on travaille avec aussi cette communauté en transverse de toutes nos autres filières. La communauté santé numérique chez Cap Digital, on est plutôt orienté prévention, données, citoyens, territoires. Les 4 sous-marchés qui représentent le plus nos 110 membres en santé, c'est donc santé numérique, le bien-être, le sport, tout ce qui est aussi bien sûr Silver Economy, bien vieillir, sur lequel on est impliqué depuis 2012, et puis l'éducation et la formation. Et vous voyez à droite les axes technologiques majeurs qui croisent avec tous ces sous-marchés qui sont les plus représentés chez nos adhérents, et entre autres donc les objets connectés, tout ce qui est data IA, bien entendu, le traitement des données, la réalité virtuelle, le serious gaming. On aura aussi un exemple à la fin de cette session. Et la robotique de service, les robots compagnons, la robotique sociale, on parle beaucoup aujourd'hui. On a toujours accompagné ces acteurs aussi, au niveau national. Voilà comment est composée la communauté santé numérique. Et quelques exemples et la répartition qui est à peu près la même qu'au global, hein, finalement, sur les 110 membres en santé, on va retrouver 80% pas loin de TPE start-up, bien entendu des grands groupes également, des ETI,
et puis des établissements de recherche, des grands institutionnels comme Santé publique France aussi, qui sera là ce matin, et qui nous a rejoints il y a déjà quelques années. Et puis des collectivités territoriales, comme on l'a dit, et aujourd'hui et ce matin, on aura aussi la chance d'avoir un représentant de la Dijon Métropole, qui a rejoint également Cap Digital il y a l'année dernière. Céline, je te laisse la parole pour entrer plus en lien sur le cycle de conférences. Merci beaucoup, Christelle. Nous sommes réunis aujourd'hui pour le deuxième webinaire du cycle de conférences LCNV City. C'est un cycle qui vise à explorer les enjeux du numérique, le carrefour de la vie durable et de la santé, qui sont deux filières au sein de Cap Digital. Nous avions consacré le premier webinaire à sport et santé, donc l'activité physique. Et aujourd'hui, nous nous attachons à explorer les enjeux du numérique autour d'un deuxième déterminant de santé absolument majeur, l'alimentation. Santé, alimentation, santé et territoire. L'alimentation, on va le voir, notamment avec Santé publique France, c'est un déterminant majeur de la santé et du bien-être. Alors de la santé tout d'abord en matière de prévention primaire, pour rester en bonne santé, éviter de certaines maladies, particulièrement le diabète, les maladies cardiovasculaires, mais aussi un facteur fondamental dans la prévention au sens plus large, y compris quand on est malade de cancer. L'alimentation joue un rôle fondamental pour éviter les récidives, les rechutes et de nombreuses autres pathologies. L'alimentation, qu'est-ce que c'est? On pense souvent évidemment à l'obésité, à l'excès dans l'alimentation, qui a un rôle majeur effectivement dans de nombreuses maladies en termes de facteurs de risque, mais il existe de nombreuses autres, on va dire, problématiques autour de l'alimentation. On pense parfois l'alimentation peut également être une problématique quand elle n'est pas là en quantité suffisante. On va aborder les questions de dénutrition également aujourd'hui. Et également l'importance d'une alimentation diversifiée et équilibrée pour éviter toutes les carences en fonction des besoins nutritionnels. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les besoins nutritionnels ils vont varier dans le temps en fonction du profil de la personne, potentiellement du patient, de sa pathologie. Et quand on parle de besoins nutritionnels, on va avoir également des besoins en termes de personnalisation, en fonction justement du profil. Et quand on parle de personnalisation, le numérique finalement n'est jamais si bon pour quantifier, analyser, adapter. Et c'est pour ça que le numérique a des opportunités à différents niveaux. Au niveau de l'information, par exemple. Pardon, Céline, je me permets de te couper. Il y a au niveau du son, on t'entend très mal. Est-ce que tu aurais la possibilité de mettre un casque ou des écouteurs? Non, je n'ai pas de casque. Je vais essayer de me rapprocher pour voir si c'est un peu mieux. D'accord. Je ne vois pas. Je pense que c'est pas plus. Ça grésille pas mal en fait, excuse-nous, on préfère te le dire. Ou effectivement, quel navigateur tu utilises généralement? C'est meilleur quand on utilise Chrome, mais je sais que... Ouais, là j'étais sur Firefox. Alors je sais pas, il y a peut-être des micros qui sont encore qui sont pas coupés, je sais pas si le grésillement viendrait de là, potentiellement. Je conclue rapidement. C'est juste pour expliquer que le numérique joue un rôle à différents niveaux, donc au niveau de l'information et de production de l'information, notamment via les réseaux sociaux aujourd'hui, au niveau du suivi, au travers des applications, des objets connectés qui permettent de saisir des quantités, voir si ça a fait évoluer les symptômes de certaines maladies, et au niveau de l'évaluation, pour suivre dans le temps, grâce à ces différentes solutions, et prendre des décisions pour améliorer davantage et personnaliser davantage l'alimentation en fonction de la personne. Alors, on a de nombreux acteurs qui sont réunis, notamment aujourd'hui, qui jouent un rôle dans l'alimentation et l'amélioration de l'alimentation au niveau des populations. On a le plaisir d'accueillir donc des intervenants de différents horizons. Un petit regard sur le programme que vous connaissez déjà. Donc, on va d'abord faire un état des lieux autour de l'alimentation et santé avec des interventions de Santé publique France, Anne-Juliette Séry, et de Numalim, avec Guillaume Martillon, qui nous présentera la plateforme. Dans un deuxième temps, une table ronde avec la présentation d'une solution innovante au service de la lutte contre la dénutrition des établissements de santé, donc Food Tech, avec des intervenants qui viennent de Dijon Métropole, qui a accompagné le projet de Food Tech du CHU de Dijon, qui a été
partenaires et dans un partenariat public-privé. Et pour conclure, une session de pitch de start-up donc, qui joue un rôle et qui apporte des solutions pour améliorer la nutrition tout au long de la vie, que ce soit des citoyens ou des patients. Voilà. Donc, je vais tout de suite laisser la parole donc, à Anne-Juliette Seri du Santé publique France pour nous dresser un état des lieux aujourd'hui, voilà, l'enjeu de l'alimentation au sein de la santé, au sein de la population française. Merci. Anne-Juliette, à vous. Bonjour à tous. Je suis Anne-Juliette, je travaille à la direction de la prévention et la promotion de la santé à Santé publique France et je m'occupe plus particulièrement de l'unité alimentation, activité physique au sein de cette direction qui réunit une dizaine de personnes. Donc en effet, aujourd'hui, je vais présenter un état des lieux très rapide de quelques données de corpulence et des consommations alimentaires. Et puis, il me semblait intéressant de revenir sur qu'est-ce qu'on appelle l'environnement alimentaire et aujourd'hui, comment l'environnement alimentaire peut évoluer vers le numérique et puis présenter quelques actions que Santé publique France peut mener dans le numérique. Et puis, si j'ai un tout petit peu de temps à la fin, je vous parlerai d'un rapport récent de l'OMS qui vient de sortir sur tout ce qui est application de préparation et plutôt de livraison de repas. Donc, je m'excuse par avance si je redis des choses que vous sachiez peut-être. Vous êtes un public très diversifié, plus ou moins spécialiste. Donc, pour certains d'entre vous, je répéterai peut-être certaines des choses que vous connaissez déjà. Donc, d'abord, un point sur la corpulence, très rapidement. En fait, à Santé publique France, on a toute une direction qui mène beaucoup d'études épidémiologiques, dont une grosse étude qui s'appelle Esteban, qui a été menée en 2015 et qui répète une étude qui avait déjà été menée en 2006, qui s'appelle ENNS. Et on voit que chez les adultes, finalement, entre 2006 et 2015, il y a une certaine stabilisation de la prévalence du surpoids et de l'obésité incluse, avec 54% des hommes qui sont en surpoids ou obèses et 44% des femmes qui sont en surpoids ou obèses, avec, si on prend juste l'indicateur d'obésité, avec 17% des adultes en France qui sont obèses. Et à noter que sur l'alimentation, il y a une forte disparité sociale avec un fort gradient social, c'est-à-dire que moins on est diplômé et plus la CSP est faible, plus on est confronté à des problématiques de surpoids et d'obésité. On a à peu près les mêmes tendances chez les enfants, avec une stabilisation du surpoids et de l'obésité chez les enfants, autour de 16% chez les garçons et 17% chez les filles, avec à noter quand même un point d'alerte chez les filles où on a constaté une augmentation de la maigreur. Je ne sais pas si ma présentation a disparu. Donc voilà. Une augmentation de la maigreur, notamment chez les jeunes filles, qui est un point d'alerte important à prendre en compte. Si on regarde maintenant tout ce qui est consommation alimentaire, en fait, les consommations alimentaires, finalement, évoluent assez peu et sont globalement assez éloignées des recommandations. Et ça, ce n'est pas un constat qui est unique en France. On retrouve la plupart de ces constats dans les pays occidentalisés, avec des apports en fibres qui sont trop faibles. 85% des hommes et 94% des femmes n'atteignent pas les recommandations en fibres. Des adultes qui dépassent le seuil d'acides gras saturés avec 83% des adultes. 90% des adultes qui dépassent la consommation recommandée de sel de l'OMS qui est à 5 grammes de sel par jour. Et puis également une consommation de charcuterie qui est trop importante. Et 40% des adultes qui ont une consommation de produits sucrés qui est supérieure aux recommandations et 30% des adultes qui dépassent également un verre de boisson sucrée recommandé. Donc ça, comme je le disais, c'est pas un constat qui est spécifique à la France. On retrouve ces constats dans la plupart des pays occidentaux. Après ce bref panorama, il me semblait important de redéfinir qu'est-ce qu'on appelle l'environnement alimentaire, puisqu'on sait que l'environnement alimentaire, c'est vraiment ça qui va impacter les comportements et les consommations alimentaires. Et donc l'environnement alimentaire, il est composé de tout ce qu'on appelle domaine extérieur, sur lequel finalement l'individu va avoir peu de prise et ne va pas pouvoir agir, et tout le domaine personnel où là, en fait, ça va dépendre de pas mal de critères qui sont liés à l'individu, et bien sûr, tout ça est interconnecté. Donc, quand on parle du domaine extérieur, il y a tout ce qui est disponibilité alimentaire. Donc, on définit la notion de disponibilité alimentaire sur l'accessibilité des aliments, la présence d'aliments à un temps donné dans un périmètre donné. Évidemment, tout ce qui est prix de l'alimentation. Les réseaux de vente et distribution, et donc ça veut dire est-ce que
On a des réseaux de distribution qui vendent des produits frais, qui vendent plutôt des produits transformés. Est-ce qu'il y a beaucoup de fast-food autour de chez soi, par exemple? Quels sont les services qui sont proposés par les ventes et les distributions? Est-ce que, par exemple, il y a la livraison à domicile, ce type de choses? Donc, voilà, tout ça va avoir bien évidemment beaucoup d'impact sur les comportements alimentaires. Et puis, le dernier point, tout ce qui est marketing et réglementation. Donc, marketing, évidemment, on entend la publicité, mais également tout ce qui est packaging, tout ce qui est promotion. Et quand on intègre la réglementation, on intègre la notion également de tout ce qui est étiquetage nutritionnel. Si maintenant on passe sur le domaine personnel, là on va parler d'accessibilité alimentaire. Donc ça veut dire, est-ce que finalement les commerces sont proches de chez moi et est-ce que j'ai des moyens de transport faciles pour me rendre dans les commerces? Accessibilité financière, et ça aujourd'hui c'est quand même un vrai sujet. Là on parle du pouvoir d'achat et on sait que cette année, en 2021, il y a une augmentation de 9% des prix de l'alimentaire et ça va encore augmenter. Et donc là, ça devient un vrai enjeu aujourd'hui quand on conseille de consommer 5 fruits et légumes par jour. On sait que ça devient vraiment quelque chose qui devient difficile pour une grande partie des ménages. Toute la notion de commodité. La commodité, c'est quel temps et quelles compétences j'ai pour préparer les repas et combien d'énergie j'ai envie d'y mettre. Et puis, finalement, en face du marketing et de cette notion de désirabilité, c'est-à-dire que qu'est-ce que j'aime, quels sont mes goûts, quelles sont mes préférences, quelles sont mes attitudes par rapport à l'alimentation. Et finalement, ça inclut des notions très larges comme la culture alimentaire. Donc voilà, donc c'est vraiment l'ensemble de ces déterminants, les déterminants externes et les déterminants personnels qui vont finalement régir les choix alimentaires. Et une fois qu'on a présenté ça, on peut se poser la question, et bien finalement, c'est quid de l'environnement alimentaire numérique aujourd'hui et comment cet environnement alimentaire numérique, il impacte finalement cet environnement alimentaire physique. Et on voit aujourd'hui que finalement la digitalisation de l'alimentation, c'est en train de devenir vraiment une question de santé publique centrale, étant donné finalement l'utilisation accrue du numérique qui va finalement modifier complètement les systèmes de production et de distribution, qui va avoir aussi un impact sur la livraison des repas, qui va avoir un impact très fort sur l'information, voire la désinformation si on pense à tout ce qui peut circuler sur les réseaux sociaux. Et puis, évidemment, un impact très fort sur le marketing et la publicité. Et puis, je ne parle même pas des métaverses aujourd'hui, qui est quelque chose qui est en train d'exploser aujourd'hui. Donc, on sait que c'est plutôt, pour l'instant, les acteurs du luxe et de la mode qui ont investi ce chantier, enfin, ce champ plus exactement. Mais voilà, l'alimentaire va certainement très prochainement s'emparer de ce nouvel usage. Et je crois même que Carrefour a annoncé qu'il allait se lancer sur le sujet. Et donc, finalement, ce concept d'environnement alimentaire numérique, il a été inclus dans les principaux axes de travail de l'OMS comme un déterminant majeur de l'alimentation et un centre d'intérêt très important, même si aujourd'hui, en fait, on n'est pas vraiment capable de définir l'étendue et la forme de ce domaine et de vraiment le modéliser. Donc ça, c'est un enjeu futur. Une fois que j'ai présenté ça, peut-être quelques informations sur nous, à Santé publique France, comment on peut essayer d'agir pour améliorer les comportements alimentaires. Donc, bien sûr, on a des leviers directs et indirects. Et là, j'ai mis quelques exemples uniquement de comment nous, on peut agir sur le numérique. Donc, à Santé publique France, on mène des stratégies de plaidoyer. Et notamment, on fait beaucoup de plaidoyer pour essayer de limiter l'exposition des enfants à la publicité pour les produits gras, sucrés, salés. Donc, en 2020, on a sorti tout un rapport pour quantifier l'exposition des enfants à la publicité sur la télévision. Et pourquoi on s'est limité à la télévision? Parce que malheureusement, les données ne sont pas disponibles sur Internet. C'est-à-dire que les régies publicitaires ne jouent pas le jeu, toutes les régies Internet. Et aujourd'hui, on n'est pas en mesure de récupérer la donnée qui est capable de mesurer, de quantifier une exposition à la publicité des enfants et des adolescents. Et ça, c'est un vrai enjeu et c'est un enjeu qui est traité au niveau européen et c'est pour ça que Santé publique France participe à une action conjointe qui s'appelle Best Remap, notamment pour tout ce qui est monitoré, l'objectif de réduire le marketing, l'exposition des enfants au marketing et notamment au marketing digital. Donc voilà un exemple d'action qu'on peut faire pour du plaidoyer. Bien évidemment, Santé publique France soutient et déploie des réseaux d'action. Donc, on pense, et quand on soutient des actions, on pense évidemment au Nutri-Score qui nous occupe beaucoup, sur lequel je vais parvenir, mais Santé publique France aussi soutient l'association Open Fun Fact. Donc, je sais qu'il y a une présentation
Numalim, mais Open Food Facts, c'est la première association qui s'est montée en 2012 et qui a donné un accès libre à la donnée sur la composition nutritionnelle et sur les données alimentaires. C'était une vraie révolution puisque ces données n'étaient pas du tout accessibles avant, étaient même plutôt cachées. Et en 2018, Santé publique France a fait le choix de soutenir Open Food Facts au moment où le Nutri-Score se lançait. Cette application était la première à afficher le Nutri-Score et c'était un moyen pour nous finalement de donner accès au Nutri-Score alors que le Nutri-Score était encore bien évidemment très peu présent sur les packaging puisque ça venait tout juste d'être lancé. Et donc voilà, on finance Open Food Facts notamment pour les aider à fiabiliser la base de données, ce qui est extrêmement important puisque cette base de données, elle est utilisée aujourd'hui par la recherche et puis elle est aussi utilisée par 163 applications qui récupèrent les données d'Open Food Facts pour offrir des services. Donc c'est un vrai enjeu pour nous. Bien évidemment, à Santé publique France, on travaille, on élabore toutes les recommandations alimentaires en lien avec les travaux de l'ANSES et du Haut Conseil de la santé publique. Là, je n'ai pas d'exemple de numérique à donner sur ce sujet-là. Et puis, on mène bien évidemment des dispositifs de marketing social, ce qui est le plus visible chez nous, mais ce n'est pas la partie la plus importante de notre activité, mais c'est vrai que c'est ce qui est le plus visible puisque c'est ce qu'on voit dans les médias. Et donc, là, récemment, par exemple, on a fait toute une campagne en 2-2 qui vise les 18-30 ans, qui a été fait uniquement sur le digital. Bien évidemment, on gère tout le site Manger Bouger. Il y a eu une refonte l'année dernière et elle a été mise en ligne en décembre. La nouvelle version de Manger Bouger a été mise en ligne en décembre. Et puis, on gère des outils comme un outil qui s'appelle la Fabrique à menu qui vise à aider les Français à planifier les repas puisqu'on sait que la planification, c'est une des techniques qui est recommandée pour améliorer finalement l'alimentation. C'est pour ça qu'on utilise ce type de technique pour inciter à planifier et à organiser ces repas pour avoir des repas de meilleure qualité nutritionnelle. Donc voilà pour un exemple d'action qui peut être menée par Santé publique France plutôt dans le champ du numérique. Et puis juste très rapidement, je voulais parler de l'enjeu de l'application des livraisons de repas et vous signaler, si vous ne l'avez pas encore vu, 2 rapports très intéressants qui sont sortis de l'OMS en novembre ou décembre l'année dernière sur ce qu'ils appellent Meal Delivery Apps. Qui montre de façon très intéressante comment, on sait très bien que ces applications se développent énormément. On sait très bien qu'en général, les repas qui sont commandés ou pris à l'extérieur du domicile sont de moins bonne qualité nutritionnelle que les repas qu'on peut préparer chez soi. Et donc, il y a un vrai enjeu autour de ce développement d'applications, soit qui pourraient plutôt... si les opérateurs s'y mettent, augmenter l'accessibilité alimentaire de produits plus sains, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, soyons très honnêtes, et qui pourraient aussi proposer des solutions finalement de nudging pour inciter les consommateurs à choisir des repas plus sains. On pourrait très bien imaginer par exemple que ces applications poussent des menus avec des meilleurs Nutri-Score, poussent des menus avec des plus petites portions. Voilà, il y a des études expérimentales qui sont faites là-dessus, où on voit qu'en fonction de l'affichage des portions, comment ça peut impacter les portions qui sont choisies. Donc, pas mal d'enjeux autour de ces applications de livraison de repas qui, malheureusement, pour l'instant, ne vont pas vraiment dans le bon sens de la qualité nutritionnelle et de l'alimentation saine. Mais il faut vraiment jouer avec ces acteurs pour essayer de voir comment on peut améliorer les choses. Et puis, juste très rapidement, ce que dit ce rapport de l'OMS, c'est que finalement, il y a plein de points d'entrée pour travailler sur cette notion de livraison de repas à domicile. Évidemment, on pense à l'alimentation, mais ça a plein de conséquences. Je sais qu'il y a des collectivités locales qui sont là aujourd'hui. Il y a toute la question des déchets alimentaires et plus globalement des emballages qui sont aussi qui peuvent encombrer les poubelles, qui sont assez un sujet, mais c'est aussi toute la question de la circulation, des risques routiers, etc. Donc je ne vais pas tout détailler. Je vous invite vraiment à regarder ce rapport qui est très, très intéressant et qui montre comment finalement tout ce qui ces applications de livraison alimentaire peut bouleverser beaucoup d'environnements et pas seulement l'environnement alimentaire. Donc voilà, je crois que j'ai épuisé mes 10 minutes. J'ai parlé rapidement, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Anne-Juliette. Merci. On a une petite question. Donc, je rappelle, n'hésitez pas, je vous l'ai dit dans le chat, mais n'hésitez pas vraiment à poser au fur et à mesure des présentations vos questions dans l'onglet questions pour qu'on puisse y répondre au fur et à mesure et que ça puisse profiter à tous.
N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, on est peu nombreux, on faut profiter d'être en petit comité aussi. Donc sur le chat, vous pouvez aussi vous présenter. N'hésitez pas à essayer à vous présenter pour aussi pouvoir échanger entre vous. Participants, n'hésitez pas. On a Anne-Juliette, je crois que vous y avez un peu répondu, mais Grégory, donc un de nos experts, nous demande si Santé publique France soutient des solutions comme Yuka ou uniquement le Nutri-Score. En fait, la seule, en effet, le seul partenariat qu'on a, donc en fait, c'est avec Open Food Fact comme association. Voilà, et l'objectif, en effet, nous l'intérêt de cette application, c'est que finalement, elle est utilisée par plein d'autres applications. Donc, on fait un peu de coups en un en travaillant avec eux pour améliorer la qualité de leur base de données. Et puis voilà, ce qui nous intéresse dans Open Food Fact, c'est vraiment l'ouverture des données qui sont utilisées pour la recherche. Il y a eu beaucoup de publications à partir des données d'Open Food Fact, donc c'est vraiment ça qui nous intéresse. Très bien. Oui. Bonjour Anne-Charlotte. Anne-Charlotte nous demande si on pourra avoir les références du rapport de l'ONU en lien sur le chat. Oui, alors dans tous les cas, je rappelle… OMS, je précise, mais je vais vous redonner les références. Oui, d'accord, merci. Comme ça, ce sera parfait. On pourra les ajouter aussi sur la présentation. Juste pour tout le monde, sachez qu'à la suite de ce webinaire, bien sûr, vous recevrez à la fois le lien du replay, mais aussi la présentation globale. Donc, vous aurez accès aussi à l'ensemble des slides. Voilà, et effectivement, ça pourrait être intéressant de pouvoir partager les références du rapport. Merci beaucoup, merci Anne-Juliette. On va poursuivre du coup la deuxième partie de l'état des lieux avec la présentation de la plateforme Numalim par Guillaume Ardillon. Guillaume ? Oui, bonjour. Oui, merci Christelle. Donc bonjour à tous et à toutes. Alors, moi j'ai un problème de caméra, ça passait tout à l'heure, ça passe plus maintenant, donc tant pis, on va faire sans caméra. Donc moi Numalim, plateforme ouverte de donner des produits alimentaires, donc pouvoir compléter un petit peu ce qu'a dit Anne-Juliette sur l'accès à l'information, puisqu'en effet, l'introduction était très, très bonne aujourd'hui dans le monde digital. Ce qui est important avec ce monde de plus en plus digitalisé, c'est d'avoir accès à cette information produit qui, en effet, était jusqu'il y a peu plutôt réservée à des spécialistes et plutôt fermée. Et en effet, une initiative comme Open Food Facts, qui doit maintenant quasiment avoir 10 ans, a ouvert la voie, je crois que c'était 2011 ou 2012, donc on n'est pas loin des 10 ans, a ouvert la voie, en effet, à cette libération de l'information autour des produits, et une initiative comme Numalim que je vais vous présenter maintenant, et puis je vais très vite aller vers la partie alimentation et santé, fait suite également à ça et à des précurseurs comme Open Food Facts qui ont pu ouvrir la voie. Alors, Numalim, qu'est-ce que c'est ? On se positionne comme cœur de confiance et de maîtrise des données alimentaires. Anne-Juliette l'a bien dit, il y a énormément d'importance à avoir une donnée fiable pour tout ce qui va être application, pour tout ce qui va être recommandation, pour tout ce qui va être ne serait-ce que même consommation de cette information. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on a une information qui n'est pas d'une excellente qualité, puisque dans les données que nous recevons en entrée de la plateforme, on a à peu près entre 30 et 40% de fiches fournies par les industriels, fournies par les propriétaires des marques, qui comportent des erreurs. Alors ça peut être des inversions kilojoule kilocalories, c'est pas forcément des grosses erreurs, mais une inversion kilojoule kilocalories va pouvoir influer sur un score, va pouvoir influer sur une préconisation ou non d'un produit qui se retrouverait ou non diffusé ou pas, proposé dans le cadre par exemple d'un achat en ligne. Ce problème, quand on l'a sur quelques petites erreurs comme ça, c'est pas très grave. Une faute orthographique, ça peut être plus embêtant. Sur des allergènes, on va déjà plus toucher à la santé encore plus forte des personnes, avec potentiellement des risques pour la vie des personnes. Et donc, il est extrêmement important d'avoir cette maîtrise. Et c'est dans ce cadre-là que un certain nombre d'organisations qui vont de l'amont agricole jusqu'aux associations de consommateurs, en passant par les distributeurs, en passant par les industriels de l'agroalimentaire, se sont réunis en coopérative, puisque Numalim est une société coopérative d'intérêt collectif, et l'intérêt collectif va jouer vraiment à plein pour tout ce qui va être accessibilité en mode open à cette information produit un co, qui est l'information nécessaire
nécessaires à minima pour pouvoir mieux acheter ces produits. Et donc, cette initiative a été créée il y a maintenant 2 ans, puisque la création de Numalim remonte à tout début 2020, fin 2019, début 2020. Aujourd'hui, il y a à peu près 55 sociétaires qui nous ont rejoints de toute taille, et ce n'est pas un enjeu que de grandes entreprises ou que d'associations, c'est vraiment l'ensemble du paysage alimentaire et des acteurs de ce paysage alimentaire qui sont aujourd'hui représentés au sein de cette structure. Alors, on l'a dit tout à l'heure, les produits aujourd'hui que l'on mange en France, on a de la chance. Les produits sont de grande qualité. Il y a énormément d'actions qui sont faites pour maîtriser les produits, d'actions qualité qui sont faites, qui sont suivies tout au long de la chaîne de production. Malheureusement, sur les données des produits, on n'en est pas là. Je citais 30 à 50% de fiches en erreur. On échange régulièrement avec des acteurs, même comme Open Food Facts, que certains pourraient voir concurrents d'une initiative comme Numalim. On échange très régulièrement avec les applications et l'ensemble de cet écosystème et tout le monde en est conscient de ces problèmes d'erreur sur les fiches produits, ce qui amène des pertes d'image, des risques de vente, sans parler bien évidemment des risques pour la santé. Et il y a un décalage entre ce qui est écrit sur le pack et ce qui est mis en ligne ou ce qui est affiché dans les applications ou autres. Or, le consommateur veut de plus en plus d'informations. Aujourd'hui, nous n'achetons plus les produits de la même façon que par le passé. La crise sanitaire a été un accélérateur. On consomme beaucoup plus de drive et de e-commerce, même en alimentaire. Et si vous allez sur une application comme Uber Eats ou Deliveroo ou autre, regardez si vous avez les allergènes, regardez si vous avez les Nutri-Score, et vous serez assez surpris de voir que ces informations aujourd'hui ne sont disponibles que très rarement. Et pas pour tout. Or, c'est un enjeu de santé publique et c'est un enjeu extrêmement important pour l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire et pas uniquement la grande distribution et les industriels, mais également les restaurateurs et vraiment l'ensemble de la chaîne. Alors, petite illustration de ce que je disais sur les erreurs. Aujourd'hui, il y a énormément de sources d'informations qui existent. On a pris un grand jambon du marché et je vais vous dire pourquoi on a pris un grand jambon. On est rentré dans un supermarché et le premier rayon qui était sur notre gauche quand on est rentré, c'était le rayon frais, c'était les jambons. Et donc, on a pris l'un des premiers produits, on a attrapé 3 grandes applications du marché afin de voir comment elles se comportaient sur ce Nutri-Score et on a vu des écarts. Bon, et puis on a regardé le jambon par 2, puis on a regardé le jambon par 4, le même de la même marque. On a vu qu'on n'avait pas les mêmes informations. Donc on voit bien que cette diffusion, cette accessibilité de l'information dont parlait Anne-Juliette juste avant est extrêmement importante afin de pouvoir informer au mieux le consommateur. Et c'est encore plus vrai dans ce monde de plus en plus digitalisé, de plus en plus personnalisé, où si vous prenez une application comme Init ou comme Phil, pour plutôt des gens qui sont atteints de diabète, pour cette dernière application, eh bien, si l'information n'est pas d'une bonne qualité, la préconisation ou le suivi ne pourra pas être d'une bonne qualité. Et pour avoir moi-même dans ma famille des personnes atteintes de diabète, c'est extrêmement important de bien suivre leur alimentation. C'est une de leurs préoccupations au quotidien. Si l'information produit n'est pas bonne, eh bien, le suivi ne sera pas bon. La même chose se fait avec les allergènes et paradoxalement, on voit que de plus en plus de distributeurs, là on n'a pris que des drives, refusent d'afficher ces informations, refusent d'afficher une information fausse parce que en tant que publicateur de l'information, en tant qu'acteur du retraitement de cette information, ne serait-ce que pour la mettre en forme, c'est eux qui sont responsables de l'information qui est diffusée. Donc aujourd'hui, les distributeurs préfèrent ne pas mettre en avant ces informations quand les informations ne sont pas de bonne qualité. Donc le système et l'ensemble de l'écosystème industriel, distributeur, amont agricole et des associations de consommateurs se sont mis ensemble et nous ont mandaté avec l'appui et l'aide des pouvoirs publics pour créer Numalim autour de 3 grands axes et 3 grands piliers d'activité avec l'objectif d'accompagner les entreprises et en particulier les plus petites d'entre elles, puisque le monde agroalimentaire en France, c'est à peu près 18 500 entreprises.
entreprises, c'est quelques grands groupes, quelques grosses ETI, mais c'est beaucoup de TPE, PME, hein, à plus de 15 000 entreprises. Donc voilà, c'est vers eux qu'on veut aller. Les grandes sociétés ont aujourd'hui accès à beaucoup de services. On a la capacité aujourd'hui à mettre à l'échelle ces produits-là et à mettre à l'échelle ces services-là pour l'ensemble des entreprises. Donc, trois grands piliers. Le premier, une grande base de données d'informations fiables qui s'est lancée et qu'on commence d'alimenter depuis le mois de novembre, décembre de l'année dernière. Donc, l'initiative est beaucoup plus récente qu'Open Food Facts. On a beaucoup moins de produits qu'Open Food Facts. Aujourd'hui, on a à peu près 15 000 produits, références produits vendus en GMS qui sont soit apportés, soit en cours d'apport. On a un gros stock avec tout ce qui était fait avec Code Online Food de GS1. Et puis, on a énormément d'entreprises qui commencent d'arriver, les distributeurs qui s'intéressent de très près à ça pour aussi pouvoir diffuser cette information. Deuxième outil, une place de marché de connaissances, là, c'est pour plutôt passer sur une adéquation du produit et une meilleure personnalisation du produit, mais plutôt côté industriel, hein. Nous ne faisons que du B2B, pas de B2C. Et puis un dernier enjeu qui est l'accompagnement des sociétés. Et c'est bien ça qui est important, c'est de prendre ces entreprises par la main, de les emmener. Et nous, c'est bien ça qu'on fait. On regarde où elles en sont aujourd'hui sur leur maturité de la donnée de l'entreprise. Est-ce que déjà quelqu'un en est responsable? Est-ce que quelqu'un a pris ce sujet chez eux? On regarde les données et puis on met en place les solutions de fiabilisation, d'enrichissement et puis de fiabilisation tout au long de la vie du produit parce que on le sait tous, on peut avoir une donnée produit fiable à un instant T, le produit va évoluer et très vite ça va bouger et c'est des changements de recettes très régulièrement, des changements d'ingrédients très régulièrement. Donc voilà, on a cette capacité à accompagner les entreprises aujourd'hui au quotidien. Je le disais, les pouvoirs publics nous soutiennent très fortement. On a eu beaucoup d'appels et des ministres en charge de l'agroalimentaire, donc Julien de Normandie et Agnès Pannier-Runacher. Donc voilà, Cédrico aussi, avec le numérique, regarde de très près. Tout ça, on est suivi par vraiment l'ensemble du secteur technologique et agroalimentaire parce que c'est une initiative un petit peu très originale et vraiment quasiment unique en France sur les secteurs d'activité avec un collectif très fort d'acteurs qui se mettent tous ensemble autour de la table afin de mieux maîtriser, de mieux diffuser leurs données, faire en sorte que la donnée qui circule soit une donnée de bonne qualité. Voilà, j'ai parlé moi aussi un petit peu vite. N'hésitez pas si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup Guillaume. Oui, on a alors peut-être une question qui est plus pour toi, de Vincent Alberti. Bonjour, quel volume d'acteurs et de données traitées représente la plateforme Numalim? Aujourd'hui, quelle représentation avons-nous de la consommation alimentaire des Français? Alors aujourd'hui, comme je disais, la plateforme démarre. Donc on réutilise les 45 000 codes qui sont aujourd'hui dans Code Online Food. On est en train de contacter toutes les entreprises afin d'assurer un transfert. On a quand même cette éthique de ne pas reprendre une base open pour la mettre chez nous. Ça n'a pas de sens, surtout que les données peuvent être parfois un peu anciennes. Donc voilà, de s'assurer que ce sont bien ces données-là qui arrivent. Aujourd'hui, en plus de ces 45 000 codes-là, on a à peu près 15 000 codes qui sont en cours de traitement. Alors, quand je dis code, c'est des références au sens code barre du terme et qui sont en cours d'apport dans la plateforme. Pour l'instant, nous faisons de la collecte. Nous ne diffusons pas encore puisque nous souhaitons avoir une taille critique et des tailles critiques sectorielles. On travaille avec l'ensemble des syndicats et des interprofessions de l'agroalimentaire afin de faire en sorte que les entreprises apportent leurs données. On pense qu'on aura une taille critique à horizon milieu d'année afin de pouvoir publier ces données. Et quand je dis une taille critique, c'est aux alentours de 70 000 références sur les 250 000 références qui sont aujourd'hui présentes sur le marché. Là où on aura une taille critique, c'est parce que justement, on va l'aller par grands secteurs. On travaille avec les boissons, on travaille avec le chocolat, on travaille avec la charcuterie, on travaille avec j'ai plus les autres en tête qui sont en ce moment même la conserverie. Voilà, donc on travaille avec tous ces grands secteurs-là pour pouvoir emmener les entreprises et les emmener collectivement, puisque le but de Numalim, c'est d'agir collectivement. Ok,
Merci beaucoup. Alors, le bon score, c'était C. Ouais, on a Rudy qui nous demande quel était le bon score pour le jambon. C'était C, le bon score. Ok. Très bien. Et peut-être une question, alors tant que Anne-Juliette est encore là aussi, peut-être, enfin, qui veut répondre, il n'y a pas de souci. Grégory qui citait avant donc une société suisse, Oviva, qui a levé 68 millions d'euros pour son application et financée par le NHS au Royaume-Uni. En France, les interventions non médicamenteuses sont encore peu prises en compte, en charge par l'assurance maladie. Quelles sont les perspectives? Faut-il attendre les bilans des articles 51? Est-ce que quelqu'un veut répondre sur ce questionnement? Je ne sais pas. Anne-Juliette, si vous avez un avis. J'avais coupé mon micro. En fait, il y a la Cour des comptes qui a publié un rapport en 2021 sur l'évolution et la prise en charge des maladies chroniques. Et justement, une des recommandations de la Cour des comptes, c'est de ne pas attendre les résultats de toutes les expérimentations qui sont menées sous l'article 51, parce que c'est des expérimentations qui sont longues à mener et sur lesquelles on a des premiers résultats et qui recommandent vraiment de déployer à grande échelle ces expérimentations justement de prise en charge non médicamenteuse. Donc en effet, c'est vraiment un souhait de développer la prévention et de démultiplier finalement tout, enfin, de passer du stade de l'expérimentation au stade du déploiement. C'est vraiment une des recommandations de la Cour des comptes. Super. Je pense que ça nous fait... Merci, merci à tous les deux encore, Anne-Juliette et Guillaume. Je pense que ça nous fait une très bonne transition, Céline, pour passer à la deuxième partie de cette conférence. Hop là, j'ai un peu avancé vite. Voilà la table ronde Food in Tech. Je te laisse la main, Céline. Ça marche. Est-ce que vous m'entendez mieux? J'ai changé de navigateur. J'espère que c'est... C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Bon, merci encore pour cet état des lieux donc, sur les enjeux de santé publique et rôle de la data. Nous passons maintenant en fait d'une présentation à 3 voix d'une solution innovante au service de la lutte contre la dénutrition des établissements de santé, Food in Tech. Il s'agit d'un partenariat public-privé qui a été initié par CHU de Dijon, qui apporte la vision plutôt métier. Un projet qui a été piloté et mis en œuvre par Atoll CD, avec l'expertise, on va dire, technologique, l'innovation qui a été apportée par Humane en termes d'intelligence artificielle. On va voir le rôle de l'intelligence artificielle dans cette solution, et qui a été soutenue donc, notamment par Dijon Métropole dans le cadre d'une démarche territoire d'innovation, un programme beaucoup plus large qui vise à soutenir le potentiel d'innovation des acteurs territoriaux. Donc, avec ces 3 intervenants, on est vraiment au cœur de notre sujet, alimentation, numérique et territoire. Et donc, sans plus tarder, je vais laisser la place au témoignage des intervenants, donc avec Marie-Hélène Riamont en premier, alors qu'il doit nous quitter à 10h au plus tard. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en premier. On s'arrête peut-être un petit moment si nécessaire. Donc, elle est en charge de la filière agroalimentation chez Dijon Métropole. On présentera le programme de Dijon Alimentation Durable 2030. Virginie Van Wimmelbeck-Delannoy, qui est chercheur en nutrition de la personne âgée au CHU de Dijon. Et enfin, Charles Duel, qui est directeur d'exploitation de Food in Tech. Voilà, je vous remercie beaucoup et la parole est donc à vous, Marie-Hélène Riamont. Merci de nous recevoir. Nous sommes très honorés en tant que Dijonnais de votre sollicitation pour intervenir donc dans votre webinaire. Et nous sommes assez fiers aussi d'être là. Je dois préciser que nous devons donc notre adhésion au pôle de compétitivité Cap Digital à mon collègue Blaise Meunier en charge de la filière numérique au sein de notre équipe de développement économique et qui est présent, et que nous travaillons tous les 3 ensemble avec notre collègue Fouad Bounidrat en charge de la filière santé. Ce sont donc nos 3 filières d'excellence qui s'appuient sur l'écosystème dijonnais, et tous les sujets que nous traitons ont très souvent des interactions entre eux, que ce soit au niveau des entreprises ou au niveau des laboratoires publics et privés présents sur notre territoire. Donc, nous avons construit cette candidature à l'appel à projet de l'État TIGA à l'époque, Territoire d'innovation et de grande ambition, Territoire d'innovation aujourd'hui dans la labellisation, en nous appuyant donc sur effectivement l'écosystème de Dijon Métropole, mais vous le verrez avec une audience régionale au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté, puisque le Conseil régional est l'un de nos partenaires publics, financeurs et actifs pour l'ensemble de ce programme, dont évidemment Lyodense et dépasse largement notre territoire. De manière rapide,
je vous indique quel était finalement le postulat de cette innovation. C'était de considérer qu'au-delà de la représentation en filière très traditionnelle que nous avons dans l'alimentation et qui est très logique bien sûr, où on part généralement de la production agricole pour aller vers le consommateur en passant par l'industrie de transformation et la distribution, eh bien, nous avons décidé de casser cette représentation en la considérant beaucoup plus sous le schéma que vous avez sous les yeux, d'un cercle vertueux qui consisterait à dire que quel que soit l'endroit auquel on se situe sur ce cercle, au fond, le mieux manger permet le mieux produire, mais que pour mieux manger, il faut mieux produire. Et dans produire, on entend bien sûr production agricole, mais aussi industrie de transformation. Et qu'au fond, le centre du sujet, c'est l'usager et en particulier le consommateur, et que ce cercle vertueux permettrait d'optimiser son bien-être alimentaire en l'occurrence, mais aussi le sens qu'on peut donner aussi à la vie en société, puisqu'on voit que ce sujet peut aussi générer des conflits majeurs entre les différents acteurs de la filière qui ont des intérêts parfois divergents. Donc on retrouve assez bien dans la question du bien-être social et alimentaire des éléments qui ont été exposés dans les deux interventions précédentes, en particulier ce qui a été rappelé par Santé publique France. Pour savoir de quoi on parle, nous sommes donc un projet de démonstrateur territorial qui est donc financé par l'État et labellisé pour 10 ans et qui donc prévoit de travailler sur l'alimentation durable. Et donc, je rappelle ici quelle est la définition de l'alimentation durable en termes de nutrition, ça a été évoqué, mais aussi en termes de protection de l'environnement, en termes d'aspiration sociale et économique, et là on va retrouver la question du local en particulier et de la relocalisation des activités économiques ainsi que de la souveraineté alimentaire. Et puis tout ce que nous mangeons, eh bien c'est ce que nous avons appris à manger. Donc on voit tout de suite qu'il y a une dimension socio-culturelle majeure. D'ailleurs, notre directrice scientifique, Sophie Nicklaus, qui est spécialiste de la nutrition de INRAE Dijon, rappelle volontiers que l'alimentation, c'est gai parce que c'est varié. Voilà, donc on voit ici que c'est bien cette définition à laquelle nous nous rapportons. De manière territoriale, puisque l'État nous demandait d'avoir un projet territorial, vous voyez bien sûr qu'au-delà du petit territoire violet qui comprend 280 000 habitants, nous nous intéressons bien sûr et d'abord à l'aire urbaine de Dijon qui est d'environ 300 000 habitants, mais aussi à l'ensemble de la région, troisième région agricole et alimentaire de France et qui présente la grande caractéristique d'être très variée sur le plan agronomique et climatique. J'ai coutume de dire qu'à part les oranges et les bananes, on peut absolument tout produire dans notre région pour se nourrir chaque jour. Petite précision, néanmoins, qui n'enlève rien à la qualité du projet, nous n'avons pas pris en compte les boissons alcoolisées et le vin dans notre projet, mais vous le savez, il fait la notoriété de notre territoire puisque nous venons d'implanter l'Office international du vin à Dijon cette année. Le principe du projet et du cercle vertueux est décliné ici avec l'ensemble de nos partenaires et donc des projets qui ont été labellisés, dont Food Intech 2, présenté aujourd'hui. On retrouve le mieux produire et le mieux manger, une roue d'amélioration qui repose sur des moteurs de l'innovation que vous connaissez, dont le digital fait partie, mais aussi les questions de formation, d'évolution des métiers, dans lequel le CHU est l'un des partenaires majeurs en particulier. On retrouve aussi des questions de mesure de l'impact de la transition alimentaire sur notre territoire, où nous innovons avec un certain nombre d'outils digitaux et nous sommes aussi attentifs, bien sûr, aux innovations technologiques assez classiques dans l'industrie alimentaire et la transformation des aliments, mais aussi dans la smart agriculture. Donc, ces moteurs d'innovation propulsent en fait ce modèle qui est très robuste parce que vous verrez qu'on arrive à intégrer finalement la totalité de notre transition alimentaire. Évidemment, il a fallu qu'on fasse un choix. Notre programme est bien centré sur l'alimentation de qualité, l'alimentation durable, mais n'ignore pas la question de la santé. Et au-delà de Food Intech 2, qui est vraiment l'action emblématique en termes d'intervention sur la lutte contre la dénutrition des patients de l'hôpital, on voit que de nombreuses actions, parmi les 25 actions que nous avons dans ce programme, en particulier dans les actions en subvention, pour ceux qui connaissent les montages des territoires d'innovation,
d'information sont des actions qui touchent à la question de la santé publique, comme ça a été très bien rappelé par Anne-Juliette Seri en début d'intervention. Donc, nous avons, et j'ai un petit sourire par rapport à ça, nous avons par exemple une action portée par le laboratoire Siméos de l'Université de Bourgogne qui interroge l'efficacité des messages publics en matière de nutrition et santé. Et cette interrogation est assez rigolote par moments, je dirais, assez instructive bien sûr. Donc notre programme propose d'améliorer ces messages et cette communication, mais aussi d'en mesurer les impacts à la fois sur les messages actuels, mais sur les messages futurs. Chouette Cantine s'intéresse aux indicateurs de durabilité au sens de l'alimentation durable pour les enfants. On est là en milieu scolaire sur la ville de Dijon et une thèse encadrée par Sophie Nicklaus doit permettre de mieux comprendre et connaître ces indicateurs, mais aussi de faire participer les enfants à la propre appréciation qu'ils ont de leur alimentation. Et ça, c'est très nouveau. L'action 13 Aliments sains pour tous propose une analyse de l'efficacité en termes de rapport qualité-coût de l'aide alimentaire. On s'adresse là à des publics précaires avec des travaux sur la réappropriation de la recette, du fait de faire la cuisine, des choses assez classiques et bien sûr une mesure de l'efficacité coût et rapport qualité-prix de l'aide alimentaire qui intéresse chez nous 15% de la population précaire. Food Intake 2, on y reviendra bien sûr avec l'intervention qui va suivre. Le Living Lab, qui est un objet expérimental dans notre programme, se propose de redonner du pouvoir d'agir alimentaire aux citoyens en travaillant sur la base donc de leurs besoins. On répond bien au fait de mettre au centre du dispositif les consommateurs eux-mêmes, avisés ou captifs d'ailleurs, et puis tous ceux qui voudront bien s'y intéresser. Tout le monde a quelque chose à dire sur ce que l'on mange. L'évolution des métiers est très importante. On ne pourra réussir cette transition que si on apprend aussi à ceux qui sont concernés à travailler différemment, à parler différemment de l'alimentation, à être des véritables médiateurs de l'alimentation. Et le CHU, qui est un partenaire essentiel dans notre territoire, expérimente directement auprès des aides-soignants en particulier et du personnel de la restauration collective cette question expérimentale. Et puis, nous nous proposons de créer un indicateur de bien-être alimentaire en nous appuyant sur des méthodes assez classiques, en fait, de l'analyse des alicaments. Donc, nous nous proposons de tester, en fait, l'alimentation comme étant un médicament du bien-être social et alimentaire. Voilà un peu quel est le panorama dans lequel nous sommes aujourd'hui avec 50 partenaires et un programme d'environ 45 millions d'euros embarqués. Ça se passe pas trop mal. On a déjà bien avancé sur les 2 premières années de réalisation et nous devrions produire des premiers résultats d'ici 2 à 3 ans. Résultats collectifs, bien sûr. Vous avez là une petite image de la diversité de nos partenaires, mais c'est normal. Nous intéressons à l'ensemble de l'alimentation. Notre slogan, c'est que ce que nous mangeons change le territoire où nous vivons. Et nous avons un effet de levier intéressant depuis que nous avons été lauréats en septembre 2019, puisque vous avez une image de l'ensemble des projets qui ont été générés en fait par ce travail collaboratif. Et ça n'est pas fini, puisque je sais que nos élus nous ont demandé pour l'année 2022 et 2023 de réélargir la proposition autour de la question santé, nutrition, alimentation, en nous appuyant donc sur notre contrat local de santé, mais aussi sur Santé Nove, la toute nouvelle technopôle santé qui vient d'être créée au sein de Dijon Métropole. Voilà un petit peu le panorama rapidement fait de notre témoignage en matière de démonstrateur sur l'alimentation durable à Dijon Métropole. Merci beaucoup Marie-Hélène. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques avant qu'on passe à la suite, comme Marie-Hélène doit nous quitter. Oui, alors pas nécessairement, enfin pas spécifique à la présentation, mais en tous les cas, c'est une réflexion à partager de donc Mounir Mokhtari de l'Institut Mintelecom qui dit: «Comment concilier style de vie et outils technologiques? L'adoption d'outils innovants tels les applications reste problématique et pas forcément encore attractif». Voilà, c'est plutôt une réflexion. Peut-être je vous laisse échanger, mais peut-être on va aussi avoir des réponses et des retours à la suite avec les présentations de Virginie et de Charles. Et puis on a aussi des présentations de solutions qui vont arriver à la fin de la session.
Oui, c'est vrai que c'est une très bonne transition. On va laisser la parole effectivement à Virginie Van Wimmelbeek de Lannoy, donc chercheur en nutrition au CHU de Dijon, qui a déployé la solution Finitech qui va nous être décrite par Charles Juel. Et donc, on va voir peut-être les quelques problématiques d'engagement qu'on puisse poser, comment on intègre ce type de solution au sein d'une organisation aussi complexe qu'un CHU. Charles, je vous laisse la parole. Oui, merci Céline. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Cap Digital pour l'invitation. Donc, on va avoir l'opportunité effectivement de vous présenter. Je crois qu'on a en gros une quinzaine de minutes, donc on va tâcher d'être efficace avec Virginie, mais on va se partager le temps de parole. Donc, on va vous présenter Food InTech, qui est une solution d'analyse automatisée de la prise alimentaire en établissement sanitaire et médico-social, avec la première étape qui est donc la brique sanitaire, donc l'établissement de santé, et donc une solution pour lutter contre la dénutrition endémique des patients à l'hôpital et contre, parallèlement, le gaspillage alimentaire induit par la non-consommation des plats et repas servis aux patients. Donc moi, là, Charles Juel, je suis le directeur d'exploitation de Food InTech, je suis l'industriel d'un projet collaboratif, un public-privé qu'on va pouvoir vous décrire. Et donc, on va se partager la parole avec Virginie, qui est donc chercheur en nutrition, qui est notamment rattachée au CHU de Dijon-Bourgogne, mais aussi à l'INRAE, et donc qui est à l'initiative. Il faut rendre à César, c'est Virginie qui est venue nous chercher pour développer ce projet qui initialement était vraiment la recherche fondamentale. Rien n'était sûr sur notre capacité à le voir aboutir, mais voilà, on est tous ravis et très enthousiastes sur l'avenir de Food InTech. Avant de laisser la parole à Virginie, même si vous me direz cette slide est peut-être plutôt pour elle, en tout cas j'en ai fait un petit peu mon credo et la motivation qui m'a fait m'investir dans Food InTech. La dénutrition est une problématique importante lorsqu'on parle de nutrition et notamment de nutrition clinique. Il faut savoir qu'à l'arrivée à l'hôpital, entre 20 et 40% des patients sont déjà dénutris, mais qu'il y a plus d'un patient sur deux et jusqu'à 70% des patients âgés qui en ressortent dénutris. Ce qui veut dire que l'hôpital, et notamment l'hôpital public, rend les gens malades de la nutrition. La dénutrition, c'est un impact très fort sur les risques et le pronostic, notamment lors du séjour, avec des risques de complications et d'infections qui sont importantes et qui donc ont un coût pour la collectivité, pour l'hôpital et évidemment pour les patients qui en souffrent. Donc, notre objectif est d'éclairer plus précisément avec la solution Food InTech sur l'état nutritionnel et donc l'état notamment de la prise alimentaire spontanée, donc de ce que les patients sont en capacité de manger et de faire en sorte de mieux le prendre en charge à l'hôpital. Alors, nous sommes, je le disais, un partenariat public-privé, donc un consortium qui est né en 2017, donc on va voir que là, on va être sur la genèse du projet, mais effectivement, Marie-Hélène tout à l'heure parlait de Food InTech 2, alors c'est une dénomination qui n'est pas très juste, parce qu'il n'y a toujours qu'un seul Food InTech, mais enfin disons que dans les étapes de son évolution et notamment de son financement public, puisqu'on en a bénéficié, aujourd'hui on est plutôt dans Food InTech 2, mais globalement Food InTech, c'est une solution donc, que l'on a cherché à développer entre le CHU de Dijon, donc, qui est donc un grand établissement de santé public français, avec près de 2000 lits et places, et donc qui est un établissement qui est très impliqué dans l'innovation technologique et la recherche. Et donc Virginie, qui est venue nous chercher en 2017, Atoll Conseil et Développement, donc pour travailler sur une solution innovante à base d'intelligence artificielle. On s'est donc rapproché de Humane, qui est une société dijonnaise. Nous sommes tous dijonnais. Alors nous, on parlait du vin tout à l'heure, Atoll Conseil et Développement, on est basé à Gevrey-Chambertin. On ne peut pas être plus au cœur des bons vins de Bourgogne que cela. Rapidement, on est une société de services numériques, on existe depuis 2000, on est 180 à peu près personnes aujourd'hui, et on fait du développement et de la maintenance d'applications métiers web et mobile pour des clients en grande partie du secteur public, donc ce sont des ministères et des collectivités, également de la santé et les hôpitaux tels que la PHP par exemple, ou des établissements de recherche tels que l'INSERM, mais aussi 30% de notre activité est initialement et historiquement dans l'agrotech.
On travaille avec les chambres d'agriculture, avec les coopératives agricoles pour numériser la production agricole. Donc, vous voyez, on est tout à fait dans la thématique aujourd'hui qui nous intéresse. Et donc, on n'a pas cherché à intégrer l'expertise IA et deep learning, donc on s'est rapproché d'une structure plus légère, mais qui est véritablement spécialisée dans l'IA en vision, donc interpréter de l'image, vidéo, photo, grâce à l'intelligence artificielle et au réseau de neurones, pour développer Food in Tech. Et donc, c'est un projet qui, initialement, effectivement, est basé sur la métropole de Dijon et donc qui est financé par Dijon Métropole, la région, Bourgogne-Franche-Comté. On est incubé par Vitagora, qui est un pôle de compétitivité basé à Dijon, et donc financé également par la FEDER, l'Union européenne et donc la Banque des territoires avec la Caisse des dépôts. Et pourquoi donc avons-nous cherché à développer Food in Tech? Eh bien, à l'hôpital, la vision, j'allais dire, étiologique, donc mesurée de la prise alimentaire est très complexe à mettre en œuvre et pourtant elle est essentielle. Savoir ce que les patients mangent pour adapter ce qu'on doit leur servir et notamment la valorisation nutritionnelle de leur prise alimentaire, c'est essentiel. Or, c'est très compliqué et très cher à produire dans les pratiques actuelles. Et donc, notre objectif a été de systématiser et de fiabiliser l'analyse qui est faite de ce qui est mangé pour en déduire une donnée précise qui puisse être exploitable dans un contexte clinique et à visée thérapeutique. Donc, ça s'adresse initialement, effectivement, plutôt aux patients âgés qui sont les plus atteints par la dénutrition, mais de manière générale, ça doit s'inscrire dans le parcours de soins et donc, finalement, se déployer dans tous les services d'un hôpital et donc bénéficier, j'allais dire, à toutes les populations de patients à l'hôpital. Il y a des problématiques de dénutrition, que ce soit chez l'enfant et l'adolescent, chez, j'allais dire, tout type de patients avec différentes atteintes pathologiques à l'hôpital. Donc, c'est important pour nous aussi d'aller au-delà du patient âgé. Donc, d'abord se déployer à l'hôpital, puisque c'est un contexte et un cadre de prise en charge qui est très structurant, qui est très, très utile et important. Et d'ensuite, c'est le projet Food in Tech 2 de pouvoir retourner déjà à l'EHPAD, un patient qui a été diagnostiqué potentiellement dénutri à l'hôpital, pourrait continuer à bénéficier du service de Food in Tech à l'EHPAD et in fine, on l'espère, pouvoir aller jusqu'au domicile, voire anticiper sur des applications de destination du grand public. Mais voilà, ça demande un certain nombre d'adaptation. Je vais laisser la parole à Virginie pour présenter quel est le contexte. Je t'en prie, Virginie. Oui, bonjour à tous. Merci, Charles. Donc, effectivement, on est dans un contexte un peu particulier, je dirais, depuis quelques années, avec une prévalence de personnes qui sont de plus en plus âgées, puisque les plus de 60 ans représentent aujourd'hui à peu près 24% de la population et d'ici une cinquantaine d'années, on sera aux alentours de 35%. Donc, une prévalence des seniors qui est importante, qui ont besoin d'avoir un suivi, d'avoir une prévention de leur état nutritionnel, puisque alimentation santé, on l'a vu depuis ce matin, reste très, très lié. Et puis, on a également chez cette population un risque, au fur et à mesure de l'avancée en âge, d'une fragilité, d'une dépendance. Alors, on a des chiffres assez évolutifs au niveau de la dépendance. On sait que les personnes restent de plus longtemps possible à domicile, alors pour X raisons financières, choix, etc. Et de ce fait, lorsque elles arrivent en établissement de type EHPAD, eh bien, elles ont une dépendance qui est de plus en plus compliquée, de plus en plus avancée, et donc la nécessité de pouvoir mettre en place aussi des moyens qui permettent, et en amont et en aval, de pouvoir suivre leur état nutritionnel. Et puis, cette dénutrition, ça fait de nombreuses années qu'on entend parler de la dénutrition, qu'il y a énormément de choses qui ont été mises en place, et pourtant, on constate qu'elle continue un petit peu à progresser, qu'elle est toujours présente. Elle est
peut-être aussi mieux identifiés. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est possible que l'on ait aussi des chiffres qui soient maintenus. Donc, pour bien agir, il faut être bien informé. Et c'est vrai qu'on aimerait de plus en plus, même si ça devient de plus en plus prégnant, que l'alimentation fasse vraiment partie des soins et que nos équipes, effectivement, les prennent de mieux en mieux en compte. Alors, je ne sais pas si je continue, Charles, sur la partie gaspillage. Écoute, si tu veux, je peux. Alors, vas-y. Oui. Alors, effectivement, l'ingesta, on va le voir, c'est un terme qui peut peut-être ne pas être connu par tout le monde, mais c'est donc la prise alimentaire. Et donc, à l'hôpital, lorsque l'on dit mesurer l'ingesta, eh bien, ça permet également de mesurer, donc ça permet de mesurer ce que le patient a mangé et donc ce qu'il n'a pas mangé. Et donc, cette partie qui a été servie au patient et qui ne sera pas consommée, malheureusement, sera jetée. Et donc, le gaspillage à l'hôpital, en France, on a des chiffres, ils sont fournis par l'ADEME, ils sont malheureusement, et comme un peu partout, assez inquiétants. Je vous laisse en prendre connaissance ici, hein, mais globalement, il y a des actions importantes à faire dans ce contexte pour réduire le gaspillage et donc faire des économies financières, bien sûr, et puis et jouer sur l'écologie. Les quantités qu'on présente ici, hein, assez impressionnantes à l'échelle du territoire, hein, c'est 420 millions d'euros de gaspillage alimentaire à l'hôpital et 750 000 tonnes de CO2 que l'on pourrait économiser par an. L'État a pris ses dispositions et la loi Egalim impose aux établissements de santé maintenant, comme à tous les établissements distribuant des repas, d'agir sur notamment le gaspillage, également sur le bio, les circuits courts, mais aussi sur le gaspillage et donc de réduire de 50% le gaspillage alimentaire. Le gaspillage lié à la consommation par les patients à l'hôpital n'est pas la majorité, ou en tout cas n'est pas l'alpha et l'oméga du gaspillage à l'hôpital, hein. Il y a des problématiques logistiques, production, recyclage, mais sur la partie consommation, c'est aujourd'hui très peu documenté, très peu surveillé, et donc c'est ce sur quoi on peut permettre d'agir aussi avec Food Index. Je te laisse Virginie présenter le pourquoi du suivi de l'ingesta. Voilà, pour rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Charles sur le gaspillage, c'est vrai qu'on a dû effectivement faire un audit, hein, parfois de la restauration pour s'apercevoir que le gaspillage, c'est vraiment quelque chose d'important. Et quand on commence à mettre des chiffres, on se dit, là, il faut peut-être agir. Et effectivement, suivre les ingestas, ça peut être une solution qui peut répondre à l'objectif de diminution des quantités jetées. Alors, le suivi des ingestas, c'est quelque chose qui est primordial et aujourd'hui, en particulier dans le cadre des critères de diagnostic de la dénutrition, c'est un critère étiologique à prendre en compte. Donc, il faut suivre effectivement les ingestas au quotidien des patients, quel que soit leur âge, hein, d'ailleurs. Lorsque l'on a un risque de dénutrition ou une dénutrition actée. Et puis, au-delà du fait qu'effectivement, il y a une nécessité de mieux prendre en soin la personne, le patient hospitalisé, pouvoir ensuite répondre au gaspillage. Alors, c'est quelque chose qui est compliqué. Aujourd'hui, on a un outil qui est mis en place, qui est difficile à mettre en place, qui n'est pas toujours compris par les professionnels. Et j'ai été confrontée effectivement avec mes collègues diététiciennes qui me disaient mais on récupère des données, on n'arrive pas à les exploiter. Donc j'ai essayé effectivement de me dire mais si on arrivait simplement à trouver une solution qui soit automatique, qui puisse répondre un petit peu à tout la demande des professionnels, ça serait super. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu ce qui se passait avec l'ancienne méthode, qui est toujours actuelle hein, dans les hôpitaux, qui est le cas de la fiche alimentaire, eh bien, on se rend bien compte que vous voyez sur votre droite une fiche alimentaire qui a été remplie, hein, qui doit être faite sur 3 jours, donc qui est prescrit par le médecin sous un guidage diététique. Et le personnel soignant, à chaque fois qu'il distribue les repas et qu'il les dessert, eh bien, doit noter ce qui a été consommé par le patient.
Donc, si on regarde un petit peu ces 3 jours, ben, on voit que le 2e jour, on n'a pas le petit déjeuner, on n'a pas le dîner, on n'a pas le déjeuner du 3e jour. Donc, on a vraiment une difficulté. Alors, effectivement, on a un dépistage au début de la population. On sait qu'il faut qu'on essaie d'évaluer ces ingestats. Et en même temps, eh ben, on n'a pas une méthode qui est suffisamment précise. Ce n'est pas forcément que le personnel n'est pas investi, mais il y a parfois aussi une incompréhension de pourquoi cette fiche alimentaire est mise en place, puisque derrière, il n'y a pas forcément non plus les réponses adéquates, peut-être aussi. Et à partir de ces éléments-là, la nécessité, puisque ces fiches alimentaires, on va dire qu'elles sont fiables aux alentours de 30%, 30 à 33%, où on arrive à estimer effectivement ce que consomme le patient, vraiment une nécessité de pouvoir mettre en place un dispositif qui soit beaucoup plus clair pour pouvoir aider les professionnels, mais aussi qu'en premier lieu, ça puisse servir aux patients. Donc, la solution, ça a été bien entendu de pouvoir développer Food in Tech. Je ne sais pas si tu reprends la main. Oui, merci Virginie. Donc oui, en effet, l'objectif pour nous est donc de créer une solution numérique qui permette d'une part systématiser, d'autre part fiabiliser cette fiche alimentaire et donc d'effectuer de manière la plus automatisée possible les relevés terrain de ce qui a été consommé par le patient, donc sur les plateaux de repas servis en chambre et distribués et débarrassés en chambre. Et donc, la solution est sur la photographie des plateaux repas, photographie avant et après que le patient est consommé, et donc d'une intelligence artificielle qui va devoir et pouvoir reconnaître ce qui est présent sur le plateau, donc distinguer les différents aliments, les différentes composantes du plateau, très dessert, compléments. Et au-delà de les reconnaître, on a tous une idée de ce que ça peut représenter sur les applications grand public pour le bien-être, d'aller calculer la portion restante et donc comparer une oh là là, c'est pas... Vous m'entendez? On t'entend plus très bien. Oui, j'ai l'impression que j'ai un problème de connexion. Mais on t'entend, on ne te voit plus, on t'entend. Tout va bien là pour le son. Allez-y, Charles. Ouais. Ok, je vais juste peut-être couper ma... Il me propose de rafraîchir ma page, en fait, c'est ça qui m'embête. Si je le fais, ça va couper. Ok. Ah, bon, on l'a perdu. Peut-être Virginie, bon, ouais, je peux continuer. Merci. Donc, effectivement, l'idée, c'était de pouvoir allier plusieurs compétences et d'essayer d'avoir une approche qui soit assez informatique. Ah, mais voilà, revoilà. Oui, pardon, vas-y, je te relaisse la main. Ma caméra pour économiser le flux. Pardon. Donc oui, j'étais sur l'intelligence artificielle qui doit non seulement reconnaître les aliments, mais aussi calculer la portion de vente par rapport à une photo, un état de départ et un état d'arrivée. Et donc, sur une grande quantité. Comment fonctionne de manière opérationnelle la solution et comment elle s'intègre dans les pratiques hospitalières? Eh bien, donc, on va aller fixer un simple téléphone mobile Android, et non pas une solution complexe ou onéreuse, qu'on a développé et qui va être fixé sur le chariot de solution, puis sur le chariot de débarrassage, et qui va reconnaître en prendre et ensuite pouvoir comparer les photos avant-après que les plateaux aient été distribués puis débarrassés par le personnel de service. Moins d'1 minute en plus pour chaque personnel qui fait la distribution et le débarrassage pour un repas. Donc on est vraiment sur peu d'heures pour le service. Les plateaux repas sont reconnus par le biais d'un QR code qui est collé sur le plateau repas. On a une carte plateau. Si vous avez déjà été hospitalisé, vous avez vu qu'il y a toujours une carte qui présente le repas. Et donc, on va pouvoir, grâce à ça, identifier la photo avant, la photo après. L'intelligence artificielle va faire la comparaison. Les données vont être transmises au système d'information et reliées au système d'information de la restauration qui va nous donner les informations sur qui est le patient et qu'est-ce qu'on lui a précisément servi. Et notamment, quelle est la valeur nutritionnelle de ce qu'on lui a servi.
nous allons être en capacité de faire des grandes suites aux diététiciens, aux médecins, aux professionnels de santé sur quelle est l'apport nutritionnel de ce qui a été et quelle est l'évolution de sa prise alimentaire, de son ingesta, pour la durée. Ce qui est intéressant, c'est que, comme le précisait Virginie tout à l'heure, on va aujourd'hui suivre et prendre en charge les à partir du moment où ils ont été identifiés à leur rentrée à l'hôpital et où donc on va avoir un diagnostic qui est posé sur la nous, on va le faire a priori. On va surveiller tous les patients qui rentrent dans le service et donc on va pouvoir mettre en place un moteur avec des paramètres qui sont établis par service, par population de patients, par les diététiciens et diététiciennes. Et donc, on va pouvoir déclencher des alertes lorsque une consultation pour un patient est problématique par rapport à son âge, à son IMC, sa taille, son poids, son sexe. Et donc, pouvoir orienter l'action des diététiciens et diététiciennes pour aller au soutien clinique avec les gens qui potentiellement ont démontré une consommation à problème. Nous en sommes donc dans notre roadmap. Donc on a Food Intech est un projet de recherche scientifique avec le CHU de Dijon, vous l'avez compris. Donc on a cherché à démontrer de manière scientifique et qui soit indiscutable l'efficacité et la fiabilité de la solution. On a donc d'abord effectué des études expérimentales, donc on va dire des essais précliniques qui ont été effectués au CHU de Dijon entre décembre 2020 et avril 2021. On travaille sur le projet, je le disais, depuis 2017. Sur une grande quantité de plateaux qui nous a permis de démontrer la fiabilité et donc la pertinence de notre méthode pour remplacer l'état de l'ARC et donc la fiche alimentaire. On est arrivé à une version qui aujourd'hui est opérationnelle, je le disais, pour l'analyse des repas servis au plateau. Et donc, on a cherché pour convaincre les établissements que la solution est applicable et performante dans les pratiques quotidiennes, eh bien, des essais cliniques qui ont été réalisés entre septembre 2021 et novembre 2021 au CHU de Dijon dans 2 services hospitaliers en gériatrie et en endocrinologie, où l'ensemble des repas des patients dans le service ont été analysés. Donc on est en cours, on va le voir, d'analyse de ces données pour, on l'espère, pouvoir publier un article d'ici le mois de mai, en sachant que le premier article, lui, a été publié dans la revue de référence Nutrients en janvier 2022, donc le mois dernier. Charles, je me permets, je vais vous couper. Il nous reste relativement peu de temps. Est-ce que vous pourriez peut-être nous ouvrir un peu les perspectives de la solution et du projet? Très bien. Alors, ici, effectivement, on voulait présenter les résultats des analyses et des essais que l'on a réalisés. Tout est disponible sur notre site et donc sur l'article évidemment qui a été publié dans Nutrients. Donc n'hésitez pas soit à revenir vers nous, soit à visiter notre site foodin.tech et puis je me tiens à votre disposition effectivement si vous êtes intéressé pour en savoir un petit peu plus. Donc les perspectives effectivement et notamment dans le projet TI, eh bien c'est d'aller vers une adaptation du système au repas pris à l'assiette, donc non pas au plateau mais à l'assiette, tel un service de restauration, et en salle à manger. C'est le cas parfois à l'hôpital, de plus en plus de patients sont ambulatoires et peuvent prendre des repas tout de même au réfectoire, mais c'est la norme, j'allais dire, principalement en EHPAD. Et donc l'idée est de pouvoir aller travailler sur l'adaptation du système pour pouvoir analyser les repas, donc ça implique un certain nombre d'adaptations, et donc on a ces financements qui nous ont été accordés dans le cadre de territoires d'innovation sur le Dijon Métropole pour monter un lab au réfectoire de l'EHPAD public du CHU de Dijon et tester nos hypothèses pour adapter l'intelligence artificielle, travailler sur l'adaptation des outils logiciels et puis sur le process, notamment en intégrant les pratiques des professionnels. On cherche également à travailler avec les éditeurs qui proposent la gestion notamment des plans de table et de la restauration dans les EHPAD. Aujourd'hui, on travaille avec les 3 plus grands éditeurs de solutions de gestion de la restauration à l'hôpital. Et donc, il y a un peu plus pléthorique à l'EHPAD, et notamment dans les EHPAD privés.
Et donc, on a voilà, l'objectif d'établir ce laboratoire-là d'ici à cet été. Et on commence déjà à travailler dessus. Et donc, on espère avoir des premiers résultats, des premiers développements d'ici l'automne 2022. Peut-être vous présenter un peu quel est notre aujourd'hui objectif en termes de commercialisation. Donc, Virginie, en tant que scientifique, nous dira on attend effectivement, avant de commercialiser Food InTech, d'avoir publié les résultats de nos essais cliniques. C'est l'enjeu qu'on a pris ensemble et l'engagement qu'on a pris ensemble avec le CHU de Dijon il y a déjà 4 ans maintenant. Néanmoins, voilà, on est toujours un petit peu plus enthousiaste et en avance quand on est industriel et a fortiori commercial comme moi. Donc aujourd'hui, on souhaite aller vers la commercialisation de la solution. On est, donc, je le disais, Atoll CD en charge de l'exploitation commerciale et de la maintenance de la solution. Donc, une solution qu'on proposera soit en SaaS, puisque on est hébergeur de données de santé, on a un cloud HDS qui est chez OVH en France, un cloud souverain, mais également on-premise pour les clients qui le souhaitent. Alors tout ça, c'est des aspects un peu techniques, mais là pour vous dire que le dimensionnement de la solution est lié un peu comme ça se fait en règle générale à l'hôpital sur la taille de l'établissement, avec une tarification au lit et place. Et donc aujourd'hui, on cherche d'abord et essentiellement à trouver des établissements qui soient candidats à une évaluation. Food InTech a été testé dans beaucoup de contextes différents au CHU de Dijon, on l'a vu. Néanmoins, le CHU de Dijon est différent d'autres établissements qui voudront accueillir la solution. Et donc, on voudrait pouvoir le tester sans engagement de la part de ces établissements publics principalement, mais également quelques établissements privés plutôt cliniques, pendant une période de 1 à 2 mois et d'aller mesurer les indicateurs de performance et de voir si c'est un véritable intérêt comme on le pense et de pouvoir le démontrer, de démontrer un potentiel ROI pour nos clients. À savoir que, on disait tout à l'heure et en introduction, je le disais, que la dénutrition a un impact fort sur l'économie aussi de l'hôpital. C'est-à-dire que la prolongation des durées de séjour, les complications et le gaspillage alimentaire sont potentiellement des économies d'échelle que l'on pourrait permettre de faire aux établissements. Mais au-delà de ça, c'est véritablement aussi la prise en charge nutritionnelle et puis le diagnostic de dénutrition qui rentre dans le chiffrage et le codage de la T2A. Voilà, je pense avoir tenu la montre là, c'est bon? C'est parfait. Merci beaucoup Virginie et Charles. Je pense qu'il faudra suivre effectivement de près le résultat des études cliniques et la mesure des indicateurs de performance auprès de vos différents pilotes, différents établissements. Je laisse la parole à Christelle pour la dernière séquence de ce webinaire sur les pitchs de start-up. Donc, n'hésitez pas, dans tous les cas, tous les participants, d'écrire. Vous avez les contacts des intervenants et sinon, de vous tourner vers Cap Digital, vers Christelle ou moi pour avoir les coordonnées, pour poser des questions spécifiques sur ce qui a pu être présenté. Merci Christelle, je te laisse la parole. Oui, merci. Merci beaucoup encore Charles et Virginie. On va juste passer à la troisième partie. Ça nous tient toujours à cœur. Donc on a toujours en troisième partie donc une présentation de services, outils innovants proposés par des startups PME membres de Cap Digital. Donc ce matin, on a prévu de mettre en avant donc 2 entreprises. Une première, Dan Elgrabli, qui est donc CEO de Naorinov, une plateforme donc, qui va nous présenter tout de suite. Dan, tu es avec nous? Je te laisse la parole. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bonjour, merci. Merci pour cette invitation. Moi, je vais vous parler de Naorinov. En fait, donc, je vais commencer par me présenter. Je suis docteur en toxicologie de formation. J'ai fait plusieurs années en recherche, notamment de la recherche en cancérologie. Et il y a quelques années, avec mon associé Eric Basselier, qui lui est plutôt informaticien, on a décidé de créer Naorinov. C'est une entreprise qui utilise justement l'intelligence artificielle au service de la santé et on va voir également au service de la nutrition. Naor, c'est quoi? C'est une plateforme qui utilise l'IA, comme je l'ai dit, et qui est constituée d'une application mobile, d'un objet connecté, et là j'ai peut-être aussi oublié, d'une interface pour les professionnels de santé. L'application mobile, en fait, elle va permettre à chaque patient de pouvoir rentrer ses contraintes, que ce soit des allergies, que ce soit tout type de contraintes alimentaires, religieuses, des contraintes de choix comme le véganisme.
de pouvoir scanner un produit et de pouvoir identifier si le produit est compatible ou pas avec ces contraintes et d'en trouver un produit alternatif mieux adapté. Alors pour ça, évidemment, on a essayé aussi Open Food Fact. Évidemment, les données n'étaient pas assez fiables. On a fiabilisé les données. Et là, pour le coup, nous, on a près de 300 000 données qu'on a fiabilisées. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a aucune erreur dedans, mais on a fait un gros travail sur ce sujet. Et associé en fait à cette partie-là, on a une deuxième partie dans l'application qui va permettre, à partir d'intelligence artificielle à nos utilisateurs, de faire une simple photo de chaque plat qu'ils consomment et on va pouvoir identifier la quantité des macronutriments, les sucres, les graisses, les protéines, les fibres que l'utilisateur, le patient a consommé et on va pouvoir voir la différence entre sa consommation et les objectifs qui lui ont été fixés par sa diététicienne ou par lui-même dans le cadre de l'application. Associé à ça, en fait, on a un bracelet connecté qui va faire des mesures de paramètres physiologiques. C'est complètement non invasif. Alors, je ne vais pas beaucoup en parler parce qu'il est encore en développement, mais globalement, le principe n'est pas uniquement de mesurer ce qui a été ingéré, mais essentiellement ce qui a été absorbé au niveau de l'organisme pour pouvoir identifier quelles sont les prises alimentaires les plus adaptées en fonction des patients, parce que pour deux patients identiques, on n'a pas forcément le même métabolisme et la même capacité à récupérer chaque type de macronutriments ou de micronutriments. L'application Naor aujourd'hui permet également de rentrer un certain nombre de paramètres psychologiques parce qu'on sait qu'aussi l'alimentation a un grand lien avec les paramètres psychologiques. On peut rentrer des ressentis, des douleurs. Tout ça est introduit dans notre IA et va permettre non seulement d'offrir un suivi plus pertinent, mais aussi de pouvoir envoyer des alertes aux praticiens. Donc aujourd'hui, pour les patients, l'application Naor permet des suivis psychologiques, des suivis nutritionnels, tout ça analysé par des IA avec des recommandations dédiées. Et elle associe à une deuxième partie qui est une interface pour les praticiens qui, eux, vont pouvoir suivre leurs patients, interagir avec leurs patients avec des outils de chat, de vidéo, échanger entre eux sur un cas clinique avec des espaces dédiés entre professionnels et également récupérer des alertes en cas de problème au niveau de biomarqueurs, au niveau d'analyse. Un certain nombre de KPI aussi, on a ajouté, mais je vais peut-être passer ce sujet. Dans un premier temps, Naor a été conçu pour s'intéresser aux maladies métaboliques et puis on l'a fait évoluer. Donc effectivement, on a le diabète, le cancer, les maladies du foie, les maladies cardiovasculaires, mais Naor permet aujourd'hui de suivre un grand nombre de pathologies et pas uniquement les pathologies liées à la nutrition. On a travaillé aussi à l'évolution de Naor. On a implémenté dans cette plateforme un véritable catalogue de services qui permet à des praticiens de mettre à disposition de l'information pour leurs patients. On a également ajouté des outils de recherche pour simplifier un petit peu tout ça. Et là, on est en train de travailler à l'implémentation de la mesure de l'activité physique parce qu'on sait que dans un grand nombre de pathologies aussi, il ne faut pas uniquement mesurer les entrées, mais aussi les dépenses énergétiques qui ont un rôle assez important. Alors, pour qui on a développé tout ça? Évidemment, pour tout patient qui ont des pathologies, mais ça peut être également pour tout type de patients qui veulent simplement faire attention à leur ligne, pour des sportifs de haut niveau qui peuvent avoir besoin d'alimentation adaptée. Et aussi, on a fait le même constat que Food Intech, c'est-à-dire qu'on a 30% aujourd'hui de dénutrition en EHPAD, on a 50% en milieu hospitalier. Donc, on a développé une solution aussi dédiée qui utilise notre intelligence artificielle, qui analyse aussi les prises alimentaires des patients pour accompagner ces établissements. On a une solution à destination des professionnels de santé, des hôpitaux, j'en ai déjà parlé. Et je vais vous présenter rapidement un peu l'équipe. Donc, je me suis présenté avec mon associé. On a notre diététicienne, Ornella. On a l'équipe de développeurs et on a Claire qui assure le développement marketing et commercial de la plateforme. On a eu la chance de pouvoir développer tout ça grâce à de nombreux partenariats, notamment, donc on a été accompagné au départ. Et Eric a été formé par Microsoft à l'intelligence artificielle, donc ça a été un grand coup de pouce. Puis ensuite par OVH et aujourd'hui avec la filiale cloud de Dassault Systèmes qui est 3DS Outscale. On a évidemment des partenariats avec le CNRS et la chance d'avoir gagné quelques concours ou avoir été représenté dans certains médias. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous laisse mes coordonnées. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. Merci Dan. Je ne crois pas qu'il y ait de questions et on a un peu
On est avancé dans le temps. J'ai essayé justement de rattraper un peu. Oui, mais merci. Merci beaucoup en tout cas pour ta présentation. Et si, bien entendu, de toute façon, avec tes coordonnées, les gens intéressés aussi pourront ne pas hésiter à te contacter et te poser des questions. Je pense que François doit être aux commandes et aux manettes pour laisser la parole à notre dernier intervenant, qui est Vincent de Gamabilis. Je crois qu'il y a une petite vidéo. Je crois aussi que Vincent voulait présenter Merci beaucoup. deux slides avant d'enchaîner sur la vidéo. Vincent, tu es là, tu nous entends? Voilà. Est-ce que vous m'entendez, vous me voyez? Quelques Voilà. minutes, on te voit. Bonjour à tous, j'ai 2 slides et puis après je vais surtout montrer quelques vidéos de nos jeux pour me présenter. Donc je suis Vincent Péguignot, le fondateur de Gamabilis, qui est un studio de jeux vidéo à impact. Jeux vidéo à impact, c'est le dernier né de la famille des serious games. Ce sont des jeux qui visent un impact sociétal, un impact dans la vie des gens. Qui, on va dire, essaye de développer des jeux qui apportent bien sûr un contenu scientifique, mais qui gardent le fun et le pouvoir du fun et de l'engagement pour les joueurs. Alors pourquoi on fait cela? C'est le chiffre qui est très récent, mais c'est que on estime que dans le monde, il y a maintenant 3 milliards de joueurs. C'est un tout petit peu moins d'un habitant sur 2. Et c'est une croissance encore très forte de 10% par an. Donc c'est vraiment le média du 21e siècle, le média interactif et le média puissant du 21e siècle. En plus, pour aller contre les idées reçues, c'est plus du tout un média uniquement des jeunes et des adolescents ou des jeunes adultes. L'âge moyen en France est de 40 ans. Et dans les classes d'âge 40, 50, 50, 60, on a encore plus d'un Français sur 2 qui joue aux jeux vidéo. Donc c'est un média qui concerne tout le monde, les familles. C'est un média aussi qui est très féminisé, avec plus de 1 joueur sur 2 qui est une femme. Et enfin, c'est l'objectif, et c'est les échanges que nous avons aujourd'hui. C'est un média qui est impactant. Je détaille généralement ces 4 types d'impact. La motivation, c'est tout ce qu'on connaît, c'est l'engagement, c'est les scores, c'est la compétition. C'est un levier très fort, mais qui ne concerne pas tous les joueurs. Nous, on se base surtout sur l'émotionnel, la fiction, le volet artistique du jeu. Il y a d'autres studios qui font des travaux sur le cognitif et l'impact des jeux sur le cerveau, et notamment sur la plasticité du cerveau. Et enfin, sur le social, puisqu'en fait, il a été démontré par certaines études que les joueurs ont plus d'interactions, bien sûr, dans le cadre du jeu, mais également en dehors du jeu. Le jeu développe les interactions sociales. Alors, ça, c'est l'ensemble des jeux que nous avons faits. Nous avons débuté sur l'alimentation et nous avons quelque part fini cette année sur l'agriculture. Donc François, si tu peux mettre la vidéo, je vais la commenter en vous commentant les principaux jeux que nous avons faits autour de la nutrition, de l'alimentation, de l'agriculture et de la santé. Donc je commence par la fin, Roots of Tomorrow, notre jeu sur l'agroécologie qui va être présenté au Salon de l'Agriculture, un jeu qui parle de la transition, des transitions agricoles, c'est-à-dire de comment on a une agriculture qui parle d'équilibre, de multiperformance économique, sociale et environnementale. Pour ceux qui sont intéressés et joueurs, vous pouvez encore vous inscrire aujourd'hui à un grand tournoi sur le jeu et dont les prix seront remis par le ministre au Salon de l'Agriculture. Ensuite, le jeu que nous présentons, c'est un jeu de prévention santé autour de l'épilepsie et des accidents liés à l'épilepsie, un jeu fait avec une association de patients. Summertime, c'était un jeu sur la santé et la sexualité sorti il y a 4 ans, cofinancé par la région et par le CRIPS. FitWhip, un de nos premiers jeux pour les 4-12 ans sur l'équilibre alimentaire. Food Malin pour les familles sur l'équilibre alimentaire, mais aussi sur le passer à table et sur la séquence des courses que l'on voit ici, avec une séquence menu. On en a parlé, c'est également l'élément très important, une manière de faire découvrir les recettes par un petit jeu que nous avons également fait en partenariat avec une grande coopérative agricole maraîchère, Prince de Bretagne. Donc voilà quelques-uns de nos jeux. Nous en avons réalisé
une dizaine. Qu'est-ce que nous tirons de ce travail? Nous avons donc un travail réalisé par une socio-anthropologue qui réalise sa thèse CIFRE avec nous. Nous avons donc démontré que sur ces jeux, il y avait un impact dans le comportement des joueurs. Donc pas uniquement un impact pendant la phase de jeu, mais bien un impact ultérieur sur les comportements. Ça a été notamment démontré sur le jeu Tricky Life lié aux accidents domestiques connexes à des crises d'épilepsie pour des malades qui sont pharmacorésistants. Ce que nous avons démontré dans ce type de jeu, ce qu'on appelle le serious game à impact, c'est qu'il faut bien sûr suivre l'objectif des prescripteurs, des soignants, de l'entourage, mais que cet objectif ne sera pas atteint si on ne remplit pas, on ne répond pas à l'objectif sous-jacent des joueurs, donc des patients et des malades. Ce que nous avons compris sur ce jeu, c'est que les patients atteints d'épilepsie, donc pharmacorésistante, avaient un frein et ne souhaitaient pas, bizarrement, mettre en conformité leur environnement, alors que ça paraît une évidence, ça va diminuer leur risque d'accident. Et pourquoi ils ne souhaitaient pas? Parce qu'ils avaient d'abord une difficulté à faire reconnaître leur maladie comme une maladie neurologique. L'épilepsie est mal connue, elle est parfois assimilée à une maladie mentale, et donc les malades avaient besoin de se faire reconnaître en tant que malades atteints d'une maladie neurologique qui a évidemment certains impacts dans la vie quotidienne, mais qui le reste du temps n'a pas d'impact sur eux. Et donc le jeu leur a permis, ils ont donc utilisé le jeu, ce qui n'était pas prévu à l'origine, les joueurs ont pris le jeu pour parler de leur maladie, échanger avec les soignants, échanger avec leur entourage. Et une fois quelque part que ce besoin était rempli, à ce moment-là, ils ont pu finalement accéder à l'objectif pédagogique qui était sous-jacent du jeu, qui était le fait de leur faire adopter des pratiques plus prudentes, c'est-à-dire en gros de mettre en conformité leur domicile pour éviter les accidents ou éviter les conséquences mortelles d'accidents. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de démontrer qu'il y a un impact, de démontrer que lorsqu'on fait un serious game pour impact, il y a plusieurs cibles et il faut finalement répondre aux objectifs de chacune de ces cibles, qu'ils soient pédagogiques, exprimés, ou que ce soit des besoins non exprimés par certains joueurs. Donc voilà ce que je voulais terminer. Voilà pour conclure, c'est ce que nous développons. Donc nous avons plusieurs projets sur la santé. J'ai parlé de l'alimentation, j'ai parlé de santé et de sexualité. Nous faisons actuellement un jeu sur la lutte contre les addictions, qui est un jeu en partenariat avec des associations, qui est cofinancé par la MILDECA, dans lequel Santé publique France joue le rôle d'expert. Et puis il y a pour conclure, puisqu'en plus c'est aussi les partenaires de Cap Digital qui sont présents aujourd'hui, notre jeu sur l'agroécologie que je citais tout à l'heure, qui s'appelle donc Roots of Tomorrow, où nous avons autour de la table des régions, alors pas encore la région Bourgogne-Franche-Comté, mais la région Grand Est, Normandie, Bretagne et Sud. Nous avons également des filières. Nous avons l'INRAE, Agrinium, l'éducation, l'enseignement agricole et également le Crédit Agricole. Et donc l'ensemble de ces partenaires ont parlé d'agroécologie et se sont mis d'accord sur un message commun qui est un peu celui dont on parlait ce matin, c'est-à-dire l'agroécologie comme source aussi du bien manger et de l'équilibre alimentaire. Voilà, si nous avons encore quelques minutes, je sais que c'est un peu dépassé, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Vincent. Alors il n'y a pas de questions spécifiques, mais vraiment dans l'idéal et dans l'idée, c'est vraiment ça. Tout le monde va recevoir, comme je le disais, la présentation, le replay. L'idée, c'est de pouvoir aussi se contacter par la suite, de pouvoir échanger avec certains et de pouvoir croiser comme ça, voilà, vos infos, vos idées, vos projets. C'était vraiment l'objectif d'aujourd'hui. Donc, j'avais quelques minutes de retard. J'espère en tout cas que tous ceux qui nous ont suivis ce matin ont appris des choses et c'est vraiment l'objectif aussi, de pouvoir tous se mettre à niveau, de pouvoir voir aussi la diversité des choses, des projets et des solutions qui existent aujourd'hui sur ce sujet. Voilà, un sujet qui n'était pas encore, en tout cas traité
traiter directement comme ça chez nous sur une conférence de ce type. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a apporté. Merci à tous les intervenants d'avoir répondu présent. Vraiment, merci, c'est vous qui avez fait ce beau webinaire ce matin. Céline, je me joins à toi aussi pour te remercier pour toute l'aide que tu as pu m'apporter aussi sur ce webinaire ce matin. Merci à tous. On reste à votre disposition dans tous les cas. N'hésitez pas. Et voilà, il y aura d'autres sujets qui croiseront pour les prochaines sessions d'Health and the City, la ville, en tout cas les filières de la ville durable et de la santé. Chose qui nous tient particulièrement à cœur chez Cap Digital dans notre délégation spéciale. Voilà, merci. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et encore encore merci. Et merci, bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.